Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts et les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast Point à la ligne consacrée à la marque employeur. Nous sommes ravis de retrouver nos deux invités Florence Marty et Gilles Roger. Florence Marty, dirigeante spécialiste RH, marque employeur et management, conférencière et auteure. Et Gilles Roger, président du cabinet de recrutement Source. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde partie, notamment centrée sur le recrutement et la fidélisation. Alors sans plus attendre, replongeons-nous dans l'univers fascinant de la marque employeur. C'est parti. Alors comment attirer les meilleurs talents grâce à la marque employeur ? Ah, alors là, Bon, on a 3 heures. ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Oui, alors évidemment, il faut communiquer, évidemment. Il faut bien communiquer, il faut raconter une belle histoire, mais pas n'importe quelle histoire. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'il faut raconter l'histoire de l'entreprise et pas l'histoire d'une autre entreprise. C'est-à-dire que si je fais partie de l'entreprise A, je ne raconte pas l'histoire de l'entreprise B. Et c'est très important à la fois pour les candidats qui vont venir de l'externe et qui donc vont découvrir, aller chercher effectivement des infos par rapport à ça et qui, s'ils ne retrouvent pas leur compte, c'est-à-dire s'ils s'aperçoivent que non, l'histoire qu'on m'a racontée, non, c'est pas celle que je regarde à droite, à gauche, les infos que j'ai trouvées. Donc ça, c'est une chose. Et puis pour les collaborateurs qui sont à l'intérieur, parce que eux le vivent depuis des mois, des années, et si effectivement ils s'aperçoivent que l'histoire qu'on raconte à l'extérieur n'est pas celle qu'ils vivent à l'intérieur, il va y avoir un décalage, et là, on va avoir du mal à fidéliser les collaborateurs. Et puis, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je crois qu'on s'en rend compte, le marché de l'emploi est un marché concurrentiel. Aujourd'hui, il suffit pas seulement de publier une annonce pour avoir des candidatures et puis pour voir son besoin. C'est fini. Ça ne marche plus. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi se rendre compte que le recrutement, ça coûte très cher. Ça coûte très cher en coûts réels et directs, hein. Les frais d'annonce, les frais de recrutement, le temps passé en entretien, etc. Et ça coûte très cher aussi en coûts cachés. C'est-à-dire que dans les équipes, quand le poste n'est pas pourvu, c'est un coût pour l'équipe. C'est un coût en travail supplémentaire, c'est un coût en stress, c'est un coût en organisation. Ça peut être un coût client. Et puis un mauvais recrutement, là, c'est un coût client plus, hein, ou alors client interne ou client externe, hein, d'ailleurs, puisqu'on va avoir quelqu'un qui ne va pas être adapté au poste. Donc j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut professionnaliser aussi sa démarche de recrutement. La première chose qu'il y a à faire, c'est intégrer les managers opérationnels, se mettre autour de la table et définir un besoin. Quel est le besoin de l'entreprise ? Quel est le profil qu'on recherche ? Et dans le profil qu'on recherche, c'est pas le mouton à 5 pattes. Ça y est, ça n'existe plus, hein. Ça, c'est clair. En revanche, on va aller identifier quelles sont les compétences, les soft skills et les hard skills les plus importantes, d'accord, et vraiment les compétences prioritaires. Est-ce qu'on veut un débutant ou est-ce qu'on veut un expérimenté ? Et derrière, partez direct sur le bon salaire. Hein, si vous voulez un expérimenté payé comme un débutant, ça ne va pas marcher, on le sait, hein. Ou alors c'est qu'il y aura un problème au niveau du recrutement. Donc ça, c'est à travailler. Et puis derrière, il va falloir le transformer dans une annonce séduisante. Penser à la manière dont on peut travailler son site internet, pourquoi pas des témoignages d'anciens salariés, mais aussi faire des publications un peu sexy, des annonces un peu sexy. Faut pas oublier qu'une annonce, c'est le premier moyen de communication et de publicité pour la majorité des entreprises. Donc c'est le moment d'être un employeur un petit peu pertinent et ce que dit Gilles est très important, ne pas survendre et ne pas se tromper de poste. Parce qu'une fois qu'on a réussi à capter les candidats, si en fait on les met dans un milieu où ils ne font pas le job qui était vendu, mais c'est la catastrophe et on peut tout recommencer depuis le début. Et c'est vrai que l'annonce, c'est très juste ce que dit Florence, c'est-à-dire c'est peut-être même le premier contact d'un futur candidat avec son entreprise à venir, peut-être. Donc c'est extrêmement important. Et ce qu'on voit souvent dans les annonces,
si on fait le lien avec la marque employeur, c'est en fait c'est souvent des erreurs. C'est-à-dire que on voit par exemple des annonces où le tutoiement est de mise. Mais le tutoiement est de mise, pourquoi? Qui on recrute? Et puis quand bien même on ne recruterait que des jeunes d'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de tutoyer tous les jeunes? Pas forcément. Donc voilà, il y a des choses comme ça, ou alors on va, ce qu'on disait, survendre l'entreprise. On va y mettre des avantages qui n'étaient pas dans les... qui ne sont pas ou qui n'existent pas vraiment. On va prendre un ton dans l'annonce qui ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise, qui ne correspond pas à la culture de l'entreprise. Donc en fait, on va être un petit peu à côté, ce qui fait que, on va pas aller chercher les bons candidats, on va pas avoir les bons retours. Et très justement aussi, ce que disait Florence, c'est qu'aujourd'hui, si on attend effectivement que les candidats tombent à partir des annonces, non, cette époque-là est un peu révolue. Mais malgré tout, l'annonce, elle dit quelque chose de l'entreprise, elle dit quelque chose de ce qu'attend l'entreprise du candidat. Et que quand bien même on irait chercher les candidats sur des CV Tech, à un moment donné, on va leur envoyer, par exemple, l'annonce, on va leur dire, voilà, pour que ce soit un petit peu plus précis par rapport à ce que je vous dis, voilà, allez voir l'annonce. Effectivement, si ça ne correspond pas à ce qu'on s'est dit, ça ne va pas aller, quoi. Les faire rêver, c'est important, en effet, mais les faire rêver d'une manière pragmatique et réaliste, en fait. En fait, c'est plus que faire rêver, c'est donner envie. Et c'est pas seulement donner envie, c'est donner envie aux candidats qui sont dans la cible. Il y a 2 écueils en matière de candidature. C'est d'avoir trop de candidatures entrantes parce qu'on a un poste, une présentation de poste qui est trop large et finalement tout le monde se dit « Ah bah si, ça peut être moi », d'accord ? Ou alors s'adresser mais pas à la bonne cible, hein, et du coup se dire je veux le profil que je recherche, il n'existe pas et du coup personne ne va candidater. Donc ça, il y a 2 problématiques comme ça. Et pour rebondir sur ce que dit Gilles, quand il dit qu'on peut aller chercher aussi dans les CV Tech, c'est-à-dire que l'annonce, l'annonce c'est un canal classique normal de visibilité qui doit donner envie de cliquer au candidat et qui peut aussi donner envie à tous ceux qui la liront de l'envoyer à quelqu'un. J'ai reçu, pas plus tard qu'il y a 10 minutes avant qu'on rentre pour l'enregistrement, une annonce de quelqu'un qui m'a envoyé finalement un lien, d'accord, pour moi. Donc ça suscite aussi l'envie. Mais il faut bien se dire qu'aujourd'hui, quand on veut recruter, il faut avoir une stratégie multicanale. Là, on va rentrer dans le dur de la compétence des ressources humaines et plus spécifiquement des recruteurs qu'on ne valorise pas assez. C'est la capacité à mettre en place des stratégies de sourcing. Et aujourd'hui, faire du sourcing et recruter, ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment des activités qui sont distinctes. Qu'en est-il de mon besoin, de l'organisation et du poste qui est disponible avec toute la stratégie de rémunération derrière? 2, quelle est la stratégie de sourcing que je mets en place au niveau des annonces, sur le digital, le bouche à oreille, etc., la cooptation, peu importe. 3, comment est-ce que je recrute? Comment est-ce que je me comporte en entretien? Qu'est-ce que je fais vivre comme expérience aux candidats? Voilà. Donc là, on a quand même vraiment 3 grandes spécialités. Oui, c'est clair. C'est clair. Et alors, si on... Alors, toujours avec le lien marque employeur, on parlait du salaire à l'instant, là. Ça, c'est un écueil aussi qu'on retrouve tout le temps, mais on parlait tout à l'heure de la notion de transparence. Aujourd'hui, il faut savoir que 70% des annonces ne contiennent pas le salaire. Et il faut savoir aussi, alors je suis désolé, je donne 2-3 chiffres, mais 30% des candidats ne cliquent pas sur l'annonce s'il n'y a pas le salaire dessus. Et alors, ce sont 2 études, une étude de Welcome to the Jungle et une étude de HelloWork. Donc l'autre chiffre, c'est près de 3 quarts, c'est ça, des candidats ont une mauvaise image de l'entreprise si le salaire n'est pas mentionné sur l'annonce. Donc vous voyez, comme quoi on parlait de l'annonce en termes de marque employeur, effectivement, et en termes d'image qui est renvoyée par l'entreprise, c'est terrible, hein. Oui, et là, du coup, il y a un gros travail RH à faire, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, le salaire n'est pas dans l'annonce, parce qu'on propose des salaires qui sont délirants en entrée de poste pour attirer,
et qui vont créer des fossés et des écarts très importants par rapport à des collaborateurs qui sont là de longue date, déjà en place. Et en fait, la raison pour laquelle les entreprises communiquent pas sur les salaires, c'est bien souvent à cause de ça. Et en fait, il y a quand même une réglementation aujourd'hui au niveau européen, qui est en train d'arriver, qui va vers plus de transparence et des obligations de transparence en matière de rémunération. Moi, je conseille à tous les dirigeants et tous les RH qui nous écoutent de réfléchir dès maintenant à la manière dont ils peuvent mettre effectivement plus de transparence dans leur rémunération, plus de cohérence peut-être. Et je ne parle pas que de diversité et de problématiques de genre. Oui, parce qu'à l'intérieur des entreprises, toujours par rapport à cette rémunération, il y a souvent le sentiment que c'est le nouveau qui prime, quoi. C'est un peu comme les abonnements de téléphonie où on se dit qu'on a toujours plus intérêt à résilier l'abonnement pour en reprendre un nouveau. Enfin bon, il y a un peu de ça, quoi. Donc, et c'est vrai que les entreprises ont beaucoup de mal avec ça et que ça nécessiterait quand même un gros travail de dépoussiérage. À part la rémunération, alors on ne va pas pouvoir tous les citer, mais quelles sont les grosses erreurs à éviter, surtout lorsqu'on crée une annonce de recrutement ? En partie, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire mal présenter l'entreprise. C'est-à-dire qu'une des premières vocations de l'annonce, c'est de bien présenter l'entreprise, c'est de dire qui on est, ce qu'on fait, dans quel secteur d'activité on travaille, pourquoi, sans rentrer non plus dans le détail des projets de l'entreprise à 5 ans ou 10 ans, mais dire ce qu'on va faire et là où on veut aller un peu, quoi. Et très souvent, en fait, ce chapitre-là est un peu bâclé, quoi. C'est un peu, voilà, donc entreprise, travailler dans le secteur, recherche, et puis après, il n'y a plus rien sur l'entreprise. Entreprise quoi. leader. Oui, voilà, leader de son marché, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, ça toutes ces erreurs-là, elles conduisent très souvent à des recrutements qui sont ratés. Je rajouterai encore un chiffre. Après, j'arrête avec les chiffres. Mais juste, on dit souvent que il y a eu plusieurs études en fait qui ont été faites sur le coût. Florence en parlait tout à l'heure d'un recrutement raté. Globalement, un recrutement raté, c'est entre 30 000 et 150 000 euros en fonction du poste, en fonction de la taille de l'entreprise, etc. Donc c'est énorme. Donc toutes ces erreurs-là, elles conduisent à des sommes comme ça. Donc. Astronomique. En matière d'annonce, ce qu'on peut dire aussi, pour ajouter un peu de professionnalisme dans cette rédaction, c'est que souvent c'est une tâche qu'on considère comme subalterne. Donc on va aller confier cette tâche, et c'est pas dénigrant, mais à un petit stagiaire qui a pas forcément d'expérience dans le domaine, ou à un assistant ou à une assistante qui n'est même pas forcément dans les RH et dont ce n'est même pas forcément le rôle. C'est-à-dire qu'on considère que l'annonce, et la plus grosse erreur que font les entreprises, à mon sens, c'est de faire des copier-coller. Tiens, je recherche un comptable, qu'est-ce que je vais aller regarder sur tel site? Je vais aller regarder les comptables, tiens, je vais prendre un petit bout de ci, un petit bout de ça, et puis je vais te bricoler une annonce. Mais non, mais au secours! Ce dont il faut bien se rendre compte, moi je lis les annonces depuis toujours, j'adore ça, la lecture d'annonces, vraiment j'adore. Et en fait, il y a des annonces qui sont tellement bonnes que même si je ne recherche pas d'emploi, j'ai envie de postuler. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui m'ont fait postuler alors que je suis à mon compte. Parce que le poste est tellement fantastique, la manière dont ils en parlent est tellement chouette que j'ai envie de voir qui il y a derrière. Bon, voilà, c'est ça, une bonne annonce. Je rajouterais qu'il ne faut pas confondre les annonces ou faire une annonce avec une fiche de poste, quoi. C'est parce que très souvent aussi, on a ça, une espèce de copier-coller d'une fiche de poste. Non, c'est pas ça. Une annonce, c'est une annonce, c'est-à-dire c'est très différent, c'est quelque chose qui doit donner envie, qui doit raconter quelque chose, et une fiche de poste, c'est technique, c'est tout simplement. Et si je peux donner du coup un petit tips pour distinguer finalement l'annonce de la fiche de poste, c'est de s'astreindre dans l'annonce à écrire quels sont les objectifs court terme, moyen et long terme du poste. Ça, c'est très intéressant parce que ça donne des perspectives à la personne qui va lire l'annonce. Ça rend aussi très concret, très opérationnel le métier. Et une autre chose qu'on peut dire, c'est parler du management et parler de l'équipe. Votre rôle dans l'équipe ou un mot sur l'équipe, la qualité de l'équipe. Voilà. Tout en étant toujours assez transparent et réaliste
en ne survendant pas les choses, ou l'environnement. Surtout pas, effectivement. Et il faut aussi s'éviter toutes les indications, ça c'est très à la mode en ce moment, de mettre à la fin tous les avantages. Bon, bah, quand il n'y a pas d'avantages et qu'il y a quelqu'un qui met 5 semaines de congés payés, j'ai déjà vu. Mutuelle aussi. Voilà. On a Mutuelle, ça aussi, arrêtez. ouais. Arrêtez. On a 5 semaines de congés payés, je veux dire, on le sait quand même. Voilà, alors soit c'est en plus, du coup ça fait 10 semaines et auquel cas on peut en discuter, mais voilà, faut pas mettre des avantages qui sont vraiment complètement bateaux, quoi. Non, mais dans l'annonce, on peut raconter aussi un peu la vie de l'entreprise. On peut dire des choses. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le candidat, grâce à l'annonce, se projette. Il faut qu'il s'imagine dans l'entreprise. Donc, on peut dire des choses. Moi, je connais une entreprise, par exemple, qui fait venir une fois par mois un chef pour faire un repas. Voilà, ils font tous un repas et c'est un chef qui vient cuisiner. Ben voilà, on peut le dire ça. On peut le dire dans l'annonce. On peut mettre une petite phrase là-dessus et voilà. Et pour le coup, le candidat ou la candidate se projette. Voilà. Et pourquoi pas des stats sur le taux de formation des équipes. Pourquoi pas aussi sur les annonces, alors traditionnelles sur les job boards, on peut pas toujours le faire, quoique il y a des sites comme Welcome to the Jungle qui le permettent, c'est de faire une annonce augmentée, c'est-à-dire on va mettre des photos, on va mettre des témoignages, on peut mettre un certain nombre finalement d'éléments, peut-être en lien avec le poste, peut-être en lien avec l'entreprise, ou sur les projets, parler de RSE par exemple, de responsabilité sociétale d'entreprise. Bon, bah ça peut, si il y a un véritable engagement, ça peut être intéressant aussi de le mettre en avant. Il faut parler de l'intégration aussi, c'est-à-dire justement toujours dans comment je me projette, comment je vais être intégré, c'est-à-dire quels vont être mes premiers jours, est-ce qu'il y a un tuteur, un mentor, est-ce qu'il y a une période de formation, est-ce qu'il y a de l'accompagnement, c'est quoi l'accompagnement ? Voilà. En fait, si on veut sortir justement de cette fameuse fiche de poste, l'annonce, elle doit raconter autre chose. Voilà, elle doit raconter autre chose et elle doit raconter ce qui vit, ce qui bouge, voilà, dans l'entreprise, quoi. Donc là, on était plutôt sur le côté candidat, le recrutement. Comment ça se passe, par contre, pour fidéliser les collaborateurs qui sont déjà en place ? On peut faire déjà le lien entre les deux. Bien sûr. Le lien entre les deux, c'est quoi ? Moi, admettons, je suis RH. J'ai un poste qui est disponible dans l'entreprise. Bah, la première chose que je dois me demander, au moment notamment de l'expression du besoin avec le manager, c'est est-ce que ce poste-là qui se libère, ça peut intéresser quelqu'un dans l'entreprise ? C'est-à-dire faire le jeu de ce qu'on appelle la mobilité interne. Ça, mais c'est vraiment la première question qu'on doit se poser dans une entreprise. Et puis, ça fait un effet domino, parce que du coup, si ça peut intéresser quelqu'un, cette personne-là qui va prendre le poste, du coup le poste est vacant, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quelque part, il ne faut recruter en externe que pour 2 raisons. Soit parce qu'on le veut, on veut mettre du sang neuf, le poste nécessite d'avoir quelqu'un qui vienne de l'extérieur parce que c'est aussi un enrichissement. Attention aux entreprises qui font trop de mobilité interne, parce qu'en fait, on penche vers des modèles où on peut rapidement se scléroser, avoir des cultures d'entreprise qui sont justement sclérosantes parce qu'on fait de l'entre-soi. D'accord ? Donc ça, il faut faire attention aussi en tant qu'RH à trouver un bon équilibre, mais j'ai envie de dire quand même favoriser la mobilité interne parce que c'est globalement pas ce qui est fait, d'accord ? Ou pas suffisamment. Et puis, recruter en externe, soit volontairement, soit parce qu'en interne, le poste ne séduit personne. Ça, c'est la première chose. Et derrière, c'est évidemment adapter sa grille de rémunération. On parlait tout à l'heure de la problématique de la rémunération en entrée. Eh bien, si on favorise davantage la mobilité interne, on crée moins d'écart aussi au niveau de la rémunération. Et on peut aussi lancer des programmes de formation qui sont plus attractifs. Puis il y a une notion qui est extrêmement importante pour fidéliser les collaborateurs, c'est l'écoute. C'est voilà, j'écoute mes collaborateurs, j'écoute ce qu'ils ont à me dire, j'écoute ce qu'ils pensent de l'entreprise, j'écoute ce qu'ils pensent de leur poste. Voilà, alors là c'est dans les pratiques managériales, mais il y aurait beaucoup à dire et à faire sur le sujet. Mais voilà, écouter les collaborateurs. Il y a un outil qui est formidable, qui sont les entretiens de fin d'année, enfin les entretiens annuels. Qu'est-ce qu'on en fait de ces entretiens ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et tout est dedans. Enfin, il y a énormément de choses dedans. Comment je peux m'en servir ? Comment je peux les utiliser ? Comment je peux rebondir ? Comment je peux amener justement des nouvelles choses ? Comment je peux aller chercher des idées auprès des collaborateurs via
entre autres, ces entretiens annuels. Enfin voilà, mais il faut surtout écouter les collaborateurs. On parlait tout à l'heure d'audit par rapport à la marque employeur, mais voilà, il y a des choses aussi là-dessus à faire. Et voilà, j'écoute, je prends en compte ce qu'ils ont à dire, je prends en compte leur image de l'entreprise, ce que eux voudraient en faire de l'entreprise, comment ils l'imaginent, voilà. Et là on peut aller assez loin en termes de fidélisation. Alors il y a effectivement dans la culture managériale et les pratiques managériales, tous ces entretiens qui peuvent aussi être partagés avec les RH, entretiens professionnels, entretiens annuels, comme disait Gilles, ça c'est sûr. Entretiens qui ne sont pas suffisamment traités et exploités, voilà, ça c'est une certitude aussi. Et puis, dans l'écoute, il y a aussi, aujourd'hui, il y a quand même de nombreux outils à disposition, la possibilité d'interroger directement les collaborateurs sur le climat social, sur la qualité de vie au travail. On sait aujourd'hui, avec les nouvelles organisations, le télétravail, parce qu'on parle de fidélisation, aujourd'hui, fidéliser les collaborateurs, c'est aussi penser une organisation du travail qui est souple. Bien ça aussi, on va aller interroger, ne serait-ce que parce qu'on a une obligation légale. Et puis, je dirais la fidélisation, aujourd'hui, au niveau des ressources humaines. Moi, quand j'ai commencé, il y a quelques temps, je dois bien avouer, il y a une 20aine d'années, quand j'ai commencé, les ressources humaines, il y avait toujours un volet collectif et un volet individuel. Mais le volet collectif était prédominant finalement dans les RH et dans la manière dont on gérait les ressources humaines. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'individualisation des ressources humaines, l'individualisation des pratiques managériales. Les gens veulent du sur-mesure, les gens veulent avoir les collaborateurs, un certain nombre de services à disposition. On fait presque de la conciergerie RH. Ce serait presque ça qu'il faudrait faire. C'est de se dire à un moment donné, ma population interne, qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Et moi, il y a une chose auquel je crois énormément pour fidéliser les collaborateurs, c'est de créer des communautés. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ne se ressemblent pas. Voilà. Il y a des gens qui vont avoir des besoins de formation, il y a des gens qui vont avoir des besoins de qualité de vie au travail, il y a des gens qui vont avoir des besoins, au contraire, de travailler énormément, parce que quand on parle d'équilibre vie pro-vie perso, dans l'équilibre vie pro-vie perso, il y a la vie pro. C'est-à-dire qu'il faut aussi foutre la paix aux gens qui veulent travailler comme des ânes et progresser à fond dans l'entreprise. Mais ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'on ne doit pas avoir de jugement en tant qu'RH. Il faut se dire qu'on doit être à l'écoute des besoins de tous ses collaborateurs. Oui, c'est pas tous les mêmes, effectivement. Ce que dit Florence est très juste. Il n'y a pas de clone. Si on a bien recruté, normalement, on n'a pas fait de clone. Voilà, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de... Et que, effectivement, il faut proposer... Alors, je reviens à l'écoute, mais il faut d'abord les écouter, mais après, il faut leur proposer aussi des choses qui leur correspondent et ne pas être dans un schéma extrêmement rigide qui fait qu'on va proposer la même chose à tout le monde. Non, il y a probablement des choses... alors, on est dans l'individualisation, effectivement, mais il y a probablement des choses... Et puis, des choses nouvelles aussi. Il faut aussi se réinventer, il faut aussi imaginer. On parle d'équilibre vie pro-perso, on parle de télétravail, on pourrait parler de semaine de 4 jours par exemple. Il y a des collaborateurs qui veulent ça, il y a des collaborateurs qui veulent pas ça. Mais il faut aussi l'entendre, il faut travailler avec les rythmes de chacun, il faut travailler avec les envies de chacun. Mais surtout, il faut être à l'écoute de chacun et puis bien individualiser, effectivement, comme le disait Florence. Ouais. Eh bien, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de notre émission. Nous espérons que la marque employeur n'a désormais plus de secret pour vous. N'oubliez pas que chaque entreprise a le pouvoir de devenir une star du tapis rouge du monde professionnel et que la marque employeur est votre carte de visite. Que vous soyez une start-up en herbe, une multinationale établie, souvenez-vous, l'authenticité, la créativité et une bonne dose d'audace sont les ingrédients magiques pour forger votre réputation. Un grand merci à nos invités pour leur précieuse expertise et leur partage. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis à travers les arcanes de la marque employeur. Ce podcast a été rendu possible grâce au talent combiné de l'agence CMS, Kin Studio et Semaprod. Merci infiniment. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de partager notre podcast. À la prochaine pour une nouvelle aventure passionnante dans le monde fascinant de la communication. Au revoir, messieurs, dames.